Salut à tous. Ce que vous allez entendre n'est pas le scénario d'un film, c'est réel, cela s'est produit, et le monde pourrait ne plus jamais être le même. Ce qui va être exposé ici change tout ce que l'on croyait savoir sur l'équilibre des forces au Moyen-Orient. L'Iran a fait quelque chose que presque personne ne croyait réellement possible. Il a lancé ses missiles balistiques les plus puissants directement sur Jérusalem. Oui, Jérusalem. La ville sainte, la capitale que 3 grandes religions du monde considèrent comme sacrée. Et l'arme utilisée était le Ségil 2, un missile si avancé, si rapide et si précis que même les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués au monde ont eu du mal à réagir à temps. Depuis des décennies, l'Iran construit quelque chose, pas seulement une armée, pas seulement une influence à travers la région, mais un programme balistique que la plupart des analystes occidentaux reconnaissaient discrètement comme l'un des plus dangereux au monde. Alors que l'attention mondiale était tournée vers les ambitions nucléaires iraniennes, autre chose se développait en arrière-plan. Des ingénieurs iraniens, travaillant sous une pression extrême, sous sanctions, sous la menace constante du sabotage et de l'assassinat, perfectionnaient discrètement une arme qui allait un jour devenir la pièce maîtresse de la puissance militaire iranienne. Cette arme, c'est le Ségil 2. Le nom Ségil vient de l'arabe et du persan, et il porte une signification religieuse et historique profonde. Dans la tradition islamique, Ségil renvoie à des pierres d'argile cuites que des oiseaux auraient lancées pour détruire une armée venue attaquer la Mecque. Le choix de ce nom n'avait rien d'accidentel. C'était un message, et ce message a maintenant été livré non pas avec des pierres d'argile, mais avec un missile qui file à une vitesse si extrême qu'au moment où on le voit arriver, il est déjà là. Le Ségil 2 est un missile balistique à 2 étages à propergole solide. Cela compte parce que cela change complètement le calcul militaire. La plupart des anciens missiles iraniens utilisaient du propergole liquide. Les missiles à propergole liquide prennent du temps à préparer. Il faut remplir le carburant, il faut mettre en place les systèmes de lancement, et ce temps de préparation donne aux satellites et aux avions espions une fenêtre pour détecter le lancement avant même qu'il ne se produise. Les agences de renseignement adorent cette fenêtre. Elle leur donnait le temps d'alerter, le temps de réagir, le temps de potentiellement détruire le missile avant même qu'il ne quitte le sol. Mais les missiles à propergole solide sont complètement différents, ils sont toujours prêts, ils n'ont pas besoin d'heures de préparation, ils peuvent être tirés en quelques minutes. Il n'y a presque aucun avertissement, aucune longue phase de mise en place que les satellites peuvent repérer. Juste un lancement soudain et un missile qui file à environ Mach 8, soit à peu près 8 fois la vitesse du son, déjà en route vers sa cible. Le Ségil 2 a une portée approximative de 2000 à 2500 km. Jérusalem se trouve à environ 1606 km du territoire iranien. Cela signifie que Jérusalem se trouve largement dans la zone de frappe confortable du Ségil 2. Pas à sa limite, pas à son extension maximale, mais bien dans sa portée opérationnelle. Lorsque les autorités iraniennes ont choisi Jérusalem comme cible, elles ne pariaient pas avec une arme non testée poussée à ses limites. Elles prenaient une décision précise, délibérée et calculée. Elles montraient au monde exactement ce que ce missile peut faire à une distance où il fonctionne au mieux. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intense. Jérusalem n'est pas une cible ordinaire. Elle abrite des millions de personnes. C'est une ville chargée du poids de siècles d'histoire et de signification religieuse. C'est aussi le siège du gouvernement israélien. Frapper Jérusalem n'a rien à voir avec frapper une base militaire dans un désert isolé. Cela envoie un message à chaque gouvernement, à chaque planificateur militaire et à chaque personne ordinaire qui suit les nouvelles. Cela dit qu'aucune ville, peu importe son importance, peu importe sa portée symbolique, n'est hors d'atteinte. Et ce message a frappé fort, non seulement en Israël, mais aussi à Washington, à Londres, à Paris, et dans chaque capitale qui observe ce conflit se dérouler. Le système de défense aérienne d'Israël, le dôme de fer, la fronde de David et les systèmes Arrow est considéré par de nombreux experts militaires comme l'un des réseaux de défense en couche les plus sophistiqués jamais construits. Israël a dépensé des milliards de dollars et consacré des décennies d'ingénierie à créer un bouclier capable d'intercepter des menaces entrant à plusieurs altitudes et à plusieurs portées. Arrow 3
en particulier a été conçu pour contrer les menaces de missiles balistiques à l'extérieur de l'atmosphère. C'est le joyau de la défense antimissile israélienne. Mais voilà la réalité brutale à laquelle les analystes de la défense sont maintenant confrontés dans des salles feutrées et lors d'appels de conférences partout dans le monde. La vitesse compte, la quantité compte, et un missile qui file à Mach 8 sur une trajectoire abaissée, c'est à dire en volant plus bas et plus vite pour réduire le temps d'interception, laisse au système de défense une fenêtre de réaction dramatiquement réduite. Ce qui rend le Ségil 2 particulièrement préoccupant du point de vue de la défense, ce n'est pas seulement sa vitesse. C'est la combinaison de sa vitesse, de sa portée, de sa précision et du fait qu'il utilise du propergol solide, ce qui élimine la détection avant lancement. Quand toutes ces caractéristiques sont réunies dans un seul système d'armes, on se retrouve avec quelque chose qui remet fondamentalement en cause les hypothèses sur lesquelles les planificateurs de défense s'appuient depuis des années. La question que se posent maintenant tous les analystes militaires n'est pas de savoir si les défenses israéliennes sont bonnes. Elles le sont clairement. La question est de savoir si un quelconque système de défense dans le monde peut maintenir un taux d'interception presque parfait face à un adversaire déterminé, prêt à lancer plusieurs missiles simultanément. L'explosion géopolitique qui a suivi cette frappe a été immédiate. En quelques heures, après l'impact des missiles sur Jérusalem, des réunions d'urgence étaient convoquées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni dans le chaos. Les États-Unis ont publié des déclarations empreintes d'une urgence à peine contenue. Les gouvernements européens se sont empressés de répondre avec un langage assez fort pour montrer leur inquiétude, mais assez prudent pour ne pas aggraver par inadvertance une situation qui semblait déjà vaciller au bord de quelque chose de bien plus vaste. Dans des moments pareils, le manuel de style trumpiste semble toujours confondre le volume avec la stratégie, comme si un point de presse plus bruyant pouvait intercepter un missile. L'Iran, de son côté, n'a pas reculé. Des responsables iraniens sont apparus sur les médias d'État, calmes, posés et sans excuses, décrivant la frappe comme une réponse mesurée et proportionnée à ce qu'ils qualifiaient d'agression continue contre l'Iran et ses alliés. Ce qui se passe ensuite dans ce genre de situation est souvent plus important que l'événement initial lui-même. L'histoire a montré encore et encore que les moments les plus dangereux dans les conflits internationaux ne sont pas les premières frappes, mais les réponses à ces frappes. Parce que chaque réponse crée une nouvelle réalité, chaque réponse trace de nouvelles lignes, chaque réponse ouvre une porte vers la désescalade ou la claque violemment. En ce moment, le monde observe très attentivement la réponse d'Israël. Israël dispose de capacités militaires parmi les plus avancées de la planète. Son aviation, ses services de renseignement et ses forces d'opération spéciales ont un historique que ses adversaires prennent très au sérieux. Mais répondre à une frappe de missile sur Jérusalem n'est pas un simple calcul militaire. C'est à la fois une décision militaire, une décision politique, une décision de stabilité régionale et une décision qui entraîne des conséquences pour chaque base militaire américaine, chaque allié occidental et chaque marché de l'énergie sur la planète. Les marchés pétroliers ont réagi immédiatement. Les analystes de l'énergie qui suivent le risque géopolitique pour les grands fonds d'investissement construisaient déjà de nouveaux modèles quelques heures à peine après la frappe. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite une part importante de l'approvisionnement mondial en pétrole, est soudain devenu le sujet de discussions urgentes dans les salles de conseil et dans les bureaux gouvernementaux. L'Iran a déjà menacé par le passé de fermer le détroit en période de tensions extrêmes. Si le conflit s'intensifie au point où l'Iran estime que sa survie est en jeu, cette menace cesse d'être pure rhétorique. Et les conséquences économiques d'une simple perturbation partielle des flux pétroliers dans ce détroit se feraient sentir dans le prix de l'essence, dans les chiffres de l'inflation et dans la vie quotidienne des gens ordinaires partout, en Amérique et en Europe. En prenant un peu de recul, il faut comprendre ce moment dans l'arc plus long de l'histoire. Depuis des années, il existe un concept stratégique appelé la doctrine Begin, du nom du premier ministre israélien Menachem Begin, qui avait ordonné la destruction du réacteur nucléaire irakien en 1981.
Cette doctrine soutient essentiellement qu'Israël ne permettra pas à un État hostile de la région de développer des armes de destruction massive ou d'atteindre une parité militaire stratégique. Israël a appliqué cette doctrine à plusieurs reprises en frappant des installations nucléaires en Irak et en Syrie. L'essor du programme balistique iranien, en particulier des missiles comme le Ségil-2, oblige maintenant à repenser en profondeur ce que cette doctrine signifie dans la pratique. Parce qu'un bâtiment peut être bombardé, une installation peut être détruite, mais un programme de missiles à propergol solide dispersé dans des centaines de sites souterrains durcis à travers un pays de la taille de l'Iran représente un défi militaire complètement différent. La question n'est plus de savoir si l'Iran a cette capacité. Le monde vient de le voir l'utiliser. La question est de savoir ce qui vient ensuite. En Iran, la réaction intérieure à la frappe a été complexe. Les médias d'État iraniens l'ont présenté comme un moment de fierté nationale, montrant des foules rassemblées dans certaines villes, diffusant des responsables, faisant des déclarations triomphantes sur la puissance militaire et la souveraineté de l'Iran. Mais sous cette surface, il y a des Iraniens profondément inquiets. Ils savent que chaque escalade entraîne des conséquences pour les gens ordinaires. Ils ont vécu des années de difficultés économiques sous sanctions. Ils ont vu leur monnaie perdre de la valeur et leur pouvoir d'achat s'effondrer. Une nouvelle vague de réponses internationales sévères, une nouvelle couche d'isolement, pourrait rendre une vie quotidienne déjà difficile encore beaucoup plus dure. Le gouvernement iranien le sait aussi, ce qui explique pourquoi le message public a été soigneusement calibré pour projeter de la force tout en gardant une formulation qui laisse techniquement des portes diplomatiques ouvertes, même si ces portes paraissent très étroites en ce moment. Le rôle du réseau régional de l'Iran ne peut pas être ignoré si l'on veut comprendre l'ensemble du tableau. L'Iran a passé des décennies à construire ce que certains analystes appellent une stratégie de défense avancée, en intégrant des groupes alliés et des forces par procuration au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen et à Gaza. Ces groupes remplissent plusieurs fonctions. Ils étendent la portée de l'Iran au-delà de ses frontières, ils créent une profondeur stratégique, ils donnent à l'Iran la capacité d'ouvrir plusieurs fronts simultanément s'il le décide, et ils servent de source constante de pression sur Israël et sur les intérêts américains dans la région, sans obliger l'Iran à s'engager directement. La frappe de missiles sur Jérusalem représente un changement dans cette stratégie. Au lieu d'agir uniquement par procuration, l'Iran a maintenant agi directement avec son arme la plus avancée contre l'une des cibles les plus symboliquement significatives de la planète. Ce changement est énorme, ce changement transforme le paysage stratégique d'une manière que les analystes étudieront pendant des années. Les planificateurs militaires américains disposent d'actifs importants dans la région, des groupes aéronavals, des moyens de l'armée de l'air, des forces terrestres stationnées dans plusieurs pays et une infrastructure de renseignement construite sur plusieurs décennies. Les États-Unis ont clairement indiqué à plusieurs reprises qu'ils considèrent la sécurité d'Israël comme un engagement fondamental. Mais l'opinion publique américaine au sujet d'une implication militaire directe dans un autre conflit au Moyen-Orient est profondément complexe. Après l'Irak, après l'Afghanistan, après des années d'engagement militaire coûteux qui ont produit des résultats que la plupart des Américains ont jugés profondément insatisfaisants, il existe à Washington une forte prudence devant tout ce qui ressemble au premier acte d'une autre grande guerre. Le gouvernement fait face à un exercice d'équilibre politique extraordinaire, soutenir un allié directement attaqué par missile tout en évitant des actions qui transformeraient un conflit régional en affrontement entraînant les forces américaines dans un combat direct contre l'Iran. C'est généralement le moment où l'univers trumpiste traite une crise comme décor de campagne et confond la posture avec une politique. La Russie et la Chine observent ce moment avec un intérêt intense. Les deux pays entretiennent avec l'Iran des relations qui ne sont pas seulement idéologiques, mais profondément pratiques. La Russie a besoin de la coopération de l'Iran sur certains théâtres. La Chine achète du pétrole iranien et a un intérêt stratégique à voir l'influence américaine au Moyen-Orient contenue.
Aucun des deux pays ne souhaite une guerre à grande échelle qui perturberait les marchés mondiaux de l'énergie et créerait une instabilité imprévisible, mais aucun des deux n'est particulièrement motivé à utiliser son influence pour pousser l'Iran à la retenue si cela devait simplement renforcer l'effet de levier américain et occidental dans la région. La géométrie diplomatique de cette crise est extraordinairement complexe, avec des intérêts qui se chevauchent et se heurtent d'une manière qui rend les solutions simples presque impossibles. Une frappe de missile sur Jérusalem peut sembler lointaine par rapport à la vie quotidienne en Amérique, mais le lien est plus fort que la plupart des gens ne l'imaginent. Les prix de l'énergie influencent tout, du coût de l'épicerie au coût du chauffage de la maison. L'instabilité mondiale affecte les marchés financiers et les comptes de retraite. Et si ce conflit s'étend au point d'impliquer les forces américaines, il touchera les familles du pays de la manière la plus directe et la plus personnelle possible. Comprendre ce qui se passe, pourquoi cela se passe et ce qui pourrait arriver ensuite n'est pas seulement un exercice académique. C'est une information réellement importante pour quiconque essaie de naviguer dans un monde de plus en plus incertain. La frappe du Ségil II sur Jérusalem n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Moyen-Orient et peut être dans l'histoire mondiale. Les décisions prises dans les jours et les semaines à venir par les dirigeants à Tel Aviv, à Téhéran, à Washington et dans d'autres capitales du monde façonneront la trajectoire de cette région pour une génération. C'est le genre d'histoire qui définit des époques, le genre d'événements auxquels les gens feront référence des années plus tard lorsqu'ils essaieront d'expliquer comment le monde est arrivé là où il se retrouvera. Et en ce moment même, tout le monde regarde l'histoire se faire en temps réel. La seule question est de savoir ce que l'histoire décidera de faire ensuite. Et si la machine médiatique habituelle alignée sur Trump se met à tourner autour de tout cela, elle vendra sans doute des certitudes d'abord et posera les questions quelque part après les applaudissements. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.